Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, pour ce thème du jour, travail et habitat, nouveaux lieux, nouveaux enjeux. Alors il y a un an, quasiment jour pour jour, tout le pays se confinait. On passait la phase de sidération et il a fallu tout de suite organiser son habitat pour faire cohabiter son lieu de travail et sa vie de famille. Alors, depuis, les immeubles de bureaux se sont vidés et finalement le télétravail est devenu la norme. La crise sanitaire a-t-elle été le déclencheur d'un nouveau mode de vie ou simplement le catalyseur d'une transformation déjà engagée? Cette mutation va-t-elle être pérenne ou tout reviendra-t-il comme avant? Quel sera demain le lieu de travail habituel, le domicile, le bureau, un autre lieu? Pour explorer cette passionnante thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Lévy-Weitz. Vous êtes président, bonjour Patrick, excusez-moi, vous êtes le président de France Tiers-Lieux, président également de la fondation Travailler Autrement. Et vous vous êtes vu confier en 2018 une mission par le gouvernement, mission qui s'intitulait Coworking Territoire Travail Numérique. Donc vous avez tiré un rapport dans lequel vous avez identifié pas moins de 1800 tiers-lieux à travers tout le territoire. Alors, vous allez dialoguer aujourd'hui bien sûr avec Mathias Lévy-Noguer. Mathias, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur général de l'OGEOCEN. Et avant de commencer dans le vif du sujet, bonjour Mathias. Un petit aparté pour vous rappeler un petit peu le contexte. Ces webconférences, celle-ci en particulier, est la troisième d'un cycle que nous avons nommé « Habiter après la crise ». Nous avons eu le plaisir de recevoir Gilles Babinet et Emmanuel Cos sur les deux précédentes conférences. Les idées jeudi sont l'adaptation numérique, un peu par la force des choses, des jeudis que nous organisions depuis plusieurs années déjà au 139. Un rendez-vous mensuel, un jeudi, midi, d'où le nom, des conférences très courtes sur des thématiques très variées, très riches, et nous avons voulu, malgré le contexte actuel, pérenniser ce rendez-vous. Nous voilà donc réunis aujourd'hui. Mathias, simplement, pourquoi l'OGEOCEN s'intéresse à cette thématique? Bonjour à tous. Effectivement, moi je suis Mathias Lévy-Noguer, je suis le directeur général de l'OGEOCEN. Et l'OGEOCEN, c'est un opérateur de l'habitat social. Notre métier, c'est tout ce qui est logement social, dans toutes ses composantes, en location, en accession. Et on intervient sur tout l'axe Seine, du Havre à Rouen et à l'Île-de-France, et puis un peu ailleurs en Normandie. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'un bailleur social, pourquoi est-ce qu'un opérateur de logement s'intéresse autant à ces questions de travail. Pour nous, la réponse, elle est assez évidente. Elle est assez évidente d'abord parce qu'on a la chance d'intervenir sur une très très grande diversité de territoires. Quand on parle de l'axe Seine, on parle aussi bien de zones rurales que de zones urbaines. On parle de petites villes, de villes moyennes, de métropoles. On parle de zones détendues et de zones très tendues. Donc on parle vraiment on a toute cette diversité-là. Et donc ça nous permet de bien être observateur et de bien être confronté finalement à toute la diversité des situations et à la manière dont cette question du lien entre l'emploi et le travail peut se poser dans différents territoires, dans différents contextes. Par ailleurs, l'OGEOCEN, que je dirige, fait partie d'un groupe qui s'appelle Action Logement. Et Action Logement, qui est financé qui repose sur des financements des entreprises, a pour mission première, pour vocation, le logement des salariés. Ça veut dire que dans l'ADN même du groupe auquel on appartient, cette question du lien entre l'emploi et le logement est centrale. Donc là, on voit qu'on reboucle bien avec notre sujet d'aujourd'hui. Et puis peut-être dernière chose aussi qui est intéressante à partager, c'est que en tant qu'opérateur de l'habitat social, on est vraiment porteur d'une vision large de l'habitat. On considère que notre métier va bien au-delà du simple logement, que notre sujet, c'est bien sûr les logements que nous proposons, mais toutes les
services, toutes les conditions qui caractérisent du coup l'expérience de vie des habitants dans ces logements. Et donc à partir du moment où on a une vision large comme ça de l'habitat, eh ben, immédiatement cette question de l'emploi, de l'accès à l'emploi, de la manière dont on travaille se pose et rentre dans notre sujet. Donc pour toutes ces raisons, en tout cas, ces questions de l'évolution des modes de travail, ces questions du lien entre l'emploi et le logement sont des questions absolument stratégiques pour nous. Donc merci beaucoup Patrick de nous donner l'occasion d'échanger avec vous, de partager votre expérience et votre regard. On est vraiment sur un sujet qui est central pour nous. Et donc merci Patrick et très heureux d'échanger avec vous. Un grand plaisir. Alors Patrick, justement, j'en parlais dans mon introduction, le télétravail s'est un petit peu imposé à nous du jour au lendemain. Est-ce que c'est finalement une conséquence temporaire de la crise sanitaire ou est-ce que c'est une transformation qui sera pérenne et durable ? Alors, j'ai l'habitude de dire sur cette question, de faire un préalable, c'est que ce qui s'est imposé à nous, c'est d'abord le confinement. Parce qu'en mars dernier, on a certes télétravaillé, mais dans des conditions qui ne sont pas des conditions de télétravail, qui sont des conditions hors de l'ordinaire, extraordinaires, pendant lesquelles on a pu, de façon extrêmement dense, sur un moment extrêmement court, dans des conditions extrêmement rares, découvrir ce que voulait dire travailler chez soi, dans un environnement très loin de son lieu de socialisation habituel du travail, mais aussi avec l'ensemble de sa famille, de ses conjoints, de ses enfants. Et donc, on a pu identifier, et les citoyens, les personnes, ceux en tout cas qui ont pu travailler à distance, je rappelle que c'est une partie seulement des citoyens qui ont pu le faire, des salariés et des indépendants, on a pu identifier ce qui était les fins, ce qui était finalement des éléments positifs du travail à distance, et puis aussi les conditions par lesquelles on ne pouvait pas le faire, ou les conditions qu'il fallait réunir pour pouvoir faire du télétravail. Alors, je fais toujours cette précision parce que, en fait, on semble avoir découvert le télétravail à cette occasion, mais toutes les conditions réunies, telles qu'elles se sont réunies, étaient en fait réunies pour faire détester le télétravail en réalité aux personnes, parce que quand vous avez vos enfants sur les genoux, votre patron, votre collègue qui appelle, que vous faites 3 choses à la fois et que vous êtes interpellé en permanence, vous n'avez pas envie, et vous avez a priori toutes les conditions négatives pour refuser le télétravail. Et pourtant, sorti de la crise et de ce confinement, et depuis, les chiffres sont éloquents, plus de 8 à 9 personnes sur 10 qui ont expérimenté le télétravail, y compris dans ces conditions-là, aspirent à pouvoir le faire, pas dans n'importe quelle condition. Et deuxième élément, pour aller plus loin sur cette thématique, vous savez, quand vous avez découvert quelque chose qui vous fait sens pour vous, il y a peu de chances qu'ensuite vous reveniez en arrière. C'est très simple. Le mouvement qui s'est opéré est un mouvement qui était déjà on le sentait venir. On savait qu'il y avait des blocages liés à tout ça, on va en parler sans doute, des blocages liés au télétravail, blocages internes à l'entreprise, blocages d'organisation, blocages juridiques qui ne sont d'ailleurs pas tous réglés. Et puis, la crise a projeté au fond les dirigeants qui n'avaient pas l'habitude de faire du télétravail, qui étaient résistants à laisser les collaborateurs partir, parce que le mode de management à la française, c'est un mode de management hiérarchique, présentiel, en train de toucher les collaborateurs, au fond, c'est très ancré dans notre culture. Eh ben, on a pu découvrir, et les dirigeants ont pu voir eux-mêmes, de chez eux, que leur entreprise fonctionnait, que ça tournait presque aussi bien, parfois mieux, que quand en fait les personnes étaient en présentiel. Et donc évidemment, ça ouvre une ère nouvelle, dans lequel d'ailleurs les partenaires sociaux se sont emparés de ce sujet pour définir les conditions utiles, les conditions par lesquelles on arrivera à trouver le juste équilibre entre l'intérêt des personnes, l'intérêt des entreprises et le besoin de socialisation et quand même de lien humain, parce qu'on sent bien que le télétravail 5 jours sur 5 est juste inopérant, parce qu'on a besoin de retrouver une socialisation, un lien humain, et c'est heureux dans le futur. Mathias, peut-être sur ce sujet.
Non, bah, moi, en tout cas, en tant qu'entreprise, hein, moi je peux que confirmer ce que dit Patrick, hein, c'est que nous on a connu cette mutation, hein, finalement, où en basculant du jour au lendemain dans quelque chose qui paraissait impossible, qui est le télétravail presque généralisé, et donc en faisant éclater les modes de management un peu hiérarchiques et présentiels qu'on connaissait, donc ça on l'a vécu. Mais ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'en tout cas, ce qu'évoque Patrick a au moins deux impacts très importants dans notre métier par rapport à l'habitat, et c'est là qu'on voit le lien. Le premier, c'est que concrètement, à partir du moment où le télétravail est possible, ça change potentiellement l'endroit, ça change potentiellement l'endroit où les gens ont envie de vivre. C'est que du coup, ils peuvent se poser des questions différentes sur le lieu de vie. Et donc, par rapport à notre métier, ça peut changer l'endroit où se trouve la demande de logement. On peut avoir un impact sur le lieu de vie désiré des gens à partir du moment où le télétravail est possible. Et deuxième question que ça pose, qui est très centrale pour nous, c'est que, comme tout le monde ne va quand même pas déménager, que beaucoup de gens vont rester chez eux, c'est quid des logements qui existent, et comme l'a dit Patrick, qui sont manifestement aujourd'hui souvent pas du tout adaptés à ce qu'on puisse travailler dedans, parce qu'ils n'ont pas été prévus pour ça, tout bêtement. Donc on ne peut pas reprocher à leurs concepteurs de ne pas y avoir pensé, simplement ce n'était pas prévu pour ça. Et donc quand on se met dans son logement, eh ben, on se retrouve souvent sur une table de cuisine, dans la chambre des enfants, enfin à un endroit qui n'est pas du tout adapté à travailler. Donc on voit bien qu'il y a des liens très immédiats avec la problématique de l'habitat. Mais pour prolonger justement votre propos, Mathias, est-ce que vous pensez qu'il y a un type de logement qui est finalement à définir pour à la fois accueillir une vie de famille harmonieuse et une activité professionnelle durable? On parle souvent de live work. Est-ce que vous pensez qu'on doit généraliser ce type de logement? Pour nous, il y a deux réponses possibles. Une fois qu'on a dit que les gens auraient plus envie de travailler dans leur logement et que les logements ne sont pas adaptés, il y a deux réponses possibles. La première, c'est de faire attention dans les nouveaux logements qu'on construit à ce qu'il y ait une part de ces logements qui soit effectivement pensée dès le départ pour pouvoir abriter une activité professionnelle. Donc ça, on peut le faire. Sur des nouveaux logements qu'on construit, on peut penser les logements avec des espaces de travail, avec un peu proches, mais en même temps un peu séparés de l'espace de vie. Enfin, on peut le faire. Donc ça, on a cette capacité-là de faire ce qu'on appelle des logements, comme vous disiez, live work, c'est-à-dire des logements prévus pour travailler. Ça serait intéressant. On l'a fait, hein. On a gagné d'ailleurs des appels à projets, un appel à projets important au Havre sur ce sujet-là. Mais il faut être conscient que ça restera toujours marginal, parce que quand on fait ça, on agit que sur le flux, que sur les nouveaux logements. Par rapport au stock de logements existants, comme on ne pourra pas les transformer, et c'est là-dessus que Patrick, je pense, pourra réagir, parce que nous, notre intuition, en tout cas, c'est qu'en tant qu'opérateur de logement, c'est qu'en tant que gestionnaire d'un grand parc de logements, la réponse à cette question-là, elle viendra très probablement de notre capacité à proposer aux habitants de nos logements des espaces de travail à proximité immédiate des immeubles, mais qui soient des espaces qui soient pensés pour qu'on y travaille dans des bonnes conditions, et qui soient des espaces dans lesquels, d'ailleurs, les gens peuvent venir travailler au pied de leur immeuble, donc faire du télétravail, mais près de chez eux, et en même temps en retrouvant une sociabilité, en n'étant pas isolés chez eux, mais en se retrouvant dans un endroit où finalement, quand même, on croise d'autres personnes qui travaillent, et en sortant de chez soi pour travailler. Donc ça, c'est vraiment pour nous, en tout cas, une conviction forte, c'est que sur le logement existant, on n'arrivera pas à le transformer. Et donc la réponse, elle est de créer des lieux pour pouvoir travailler près de chez soi. Et c'est là que ça rejoint, je pense, vraiment l'expérience que peut avoir Patrick sur ces sujets-là, et sur à quelles conditions ça marchera, et qu'est-ce qu'on doit réunir pour que ça fonctionne. Tout à fait. Du coup, Patrick, peut-être sur ces lieux, finalement. Oui, en fait, juste pour revenir un petit peu en arrière sur votre précédente question, mais qui fait le pont, au fond, tous ceux d'entre nous qui sont conduits à prendre le train, le métro ou la voiture le matin, c'est-à-dire l'immense majorité des salariés et des gens qui travaillent, qui passent 1 heure dans les transports le matin et le soir et qui peuvent s'en économiser, vont tenter de l'économiser, ce temps-là. Ça, c'est le premier point. Parce qu'en fait, toutes les études montrent d'abord que vous êtes 20 à 25% plus performant quand vous faites en télétravail. Et que le temps que vous gagnez, les 45 minutes à 1 heure par transport, vous les divisez naturellement et en moyenne, 50% pour vous occuper de votre famille, 50% ou de ce que vous avez envie de faire, et 50% où vous travaillez plus efficacement. Vous êtes dans les transports, vous êtes en train de travailler. Et donc, en fait, vous cumulez mieux de travail, plus de travail et plus de vie personnelle. Donc, quand on a compris
que cette question elle était centrale et que par ailleurs, le deuxième sujet qui préside précisément à ce que disait Mathias, à savoir une réorganisation des aménagements de vie, parce que c'est de ça dont on parle, travail et logement. Alors, quand vous avez la deuxième grand enjeu de société qui est en train de s'imposer pour tout ce qui est la transition écologique, c'est-à-dire le fait que nos mobilités coûtent colossalement cher en matière de génération de CO2, que ce sont des milliards de tonnes de CO2 économisées, c'est bien des milliards de tonnes de CO2 économisées quand vous réduisez les mobilités 2 jours par semaine, vous comprenez que l'intérêt qui fait le plus sens aujourd'hui pour les citoyens, l'intérêt général, c'est-à-dire le sens notre planète, notre bien commun. L'intérêt individuel des collaborateurs et des entreprises, c'est qu'on fait plus de travail, mieux de travail et un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Et qu'enfin, que les infrastructures numériques se sont installées ou sont en train enfin de pénétrer l'ensemble du territoire à travers les programmes de pylônes numériques qui se sont installés. Je crois qu'il y avait 15 000 zones blanches à la fin du quinquennat, puisque ce quinquennat en tout cas le président de la République avait fixé comme une priorité et est en train de le faire. Pour le coup, sur le sujet, je crois que c'est reconnu par tous. Quand en plus vous avez tous les départements sont en train de fibrer les plus petits villages et hameaux du pays, vous comprenez que les conditions pour penser les lieux de travail au plus proche des habitations et des logements est en train de s'imposer comme une évidence. Et en fait, ils sont en train de s'imposer. Tout à l'heure, vous évoquiez les chiffres de 2018. On va sortir, alors vraiment en exclusivité, je peux vous donner des chiffres qui font tourner la tête. Le rapport de France Tiers-Lieux qui va être mis démontre que là où on pensait qu'il y en avait 1800, à la fin 2022, on sera entre 3000 et 3500 tiers-lieux en France. C'est assez simple. C'est un phénomène, c'est passé d'un phénomène émergent à un phénomène de société qui dit 2 choses. Un, la proximité que je viens d'évoquer, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et le deuxième, le fait que les citoyens, les collectivités, les opérateurs n'ont pas au fond attendu cette crise. Parce que la crise, c'est pas un mouvement, c'est un mouvement qui s'est amplifié avant la crise et qui s'amplifiera après la crise. Donc c'est un mouvement profond qui rencontre l'adhésion, pour les raisons que j'évoquais, d'à peu près tout le monde, et qui donne à voir ce que peut être, au fond, une société plus horizontale, dans laquelle il est possible d'innover et de recréer dans des endroits où il n'était plus possible de le faire. Et comme vous avez des urbains, vous avez à peu près, probablement, c'est ma théorie à moi, je l'ai dit il y a 2-3 ans, et je ne fais qu'évidemment, la crise n'a fait que renforcer mon intuition, c'est que nous aurons près de 10% des urbains qui vont sortir des zones urbaines, des grandes métropoles, pour aller se mettre dans des villes moyennes autour, et donc repeupler, si je peux m'exprimer ainsi, et redonner la possibilité de recréer des activités dans les territoires. Alors évidemment, s'imposent les tiers-lieux, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur expression, qui hybrident des activités, permettent d'avoir des gens qui font du coworking, mais aussi créent des projets après, avant, pendant, peu importe, mais créer des innovations, parce que quand vous faites rencontrer un artisan du bois avec un designer, et quand vous faites rencontrer un ingénieur d'une grande entreprise avec un mécanicien local, eh ben, à un moment donné, se fabrique de l'intelligence collective et se fabrique des projets économiques. C'est vrai dans le faire, ce que moi j'appelle l'apprentissage par le faire, c'est vrai dans les circuits courts, c'est vrai dans les circuits de recyclage, c'est vrai dans les circuits agroalimentaires, et c'est vrai dans à peu près toutes les activités. Et donc vous recréez de l'espoir, vous recréez de la dynamique territoriale, et donc vous recréez de l'envie. Et donc c'est un cercle vertueux qui aligne les intérêts généraux et les intérêts particuliers. Et probablement que rarement dans l'histoire récente, on a trouvé autant de raisons de redonner espoir, de redonner du sens à des hommes et des femmes qui n'en avaient plus dans les territoires, ou de ceux qui, dans les urbains, passer plus de temps ou passer du temps chez les psys plutôt que de retrouver une joie de vivre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a là le ferment d'une société différente dans lequel le lieu où l'on travaille, le lieu où l'on partage avec d'autres, et le lieu qui est en proximité de son travail redonne du sens
à la vie tout court pour un certain nombre de personnes en redescendant ce que nous connaissons tous, le stress urbain. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de se fabriquer, qui est en train de se cristalliser, et que la crise, pour reprendre la question que vous posez, a évidemment ne fait qu'accélérer. Il reste maintenant évidemment à mettre en place les conditions, et les conditions, ça veut dire de vraiment identifier les freins et les leviers qui permettront une meilleure harmonisation entre logement, vie quotidienne et travail. Peut-être pour que tout le monde ait les mêmes bases, on va dire, est-ce que vous pourriez nous expliquer en une phrase ce qu'on met derrière la terminologie de tiers-lieu? En fait, tiers-lieu, c'est un espace qui est partagé. Et c'est un espace qui est partagé, soit parce qu'on va faire du coworking, on va donc être sur son ordinateur, à travailler à distance, soit parce qu'on va faire des choses ensemble, et on va faire des objets avec des outils numériques, ce qu'on appelle les Fab Labs, avec des machines 3D, des découpeuses laser. Un espace partagé où vous travaillez, vous avez des machines très sophistiquées qui vous permettent de travailler le bois, le fer, le métal, peu importe. C'est un espace dans lequel vous pouvez accueillir des gens pour faire de l'inclusion numérique ou de l'inclusion sociale. Ce sont des lieux de travail sous toutes ces formes. Et donc, c'est un espace partagé. Et chaque territoire, chaque tiers-lieu se définit par rapport à la communauté de ceux qui l'animent et au fond du sens qu'ils veulent leur donner. Voilà. Et donc, qui accueille un public qui correspond à l'objet qui se sont fixés et l'objectif qui sont fixés. Mathias, du coup, sur le sujet, on a un exemple très concret, on y est physiquement, c'est le 139. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la vision de Logéocène à travers ce tiers-lieu? En tout cas, ce que dit Patrick est d'abord très enthousiasmant et très stimulant, et en même temps, ça confirme ou ça rejoint ou ça conforte en tout cas, voilà, ce dans quoi on s'est engagé chez Logéo il y a maintenant 3 ans, avec modestie, mais avec beaucoup d'engagement, c'est-à-dire la création effectivement de notre premier tiers-lieu au sein même de notre siège social. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion et le plaisir d'accueillir Patrick quand il avait fait son rapport en 2018, qui était venu voir notre tiers-lieu. Il y a beaucoup de choses dans ce que dit Patrick qui étaient dans l'intuition aussi qu'on avait au départ. D'abord, c'est un tiers-lieu comme ce qu'on a construit au 139, c'est un élément de dynamique locale. Nous, on est implanté au Havre, dans un quartier qu'on appelle politique de la ville, c'est-à-dire un quartier un quartier pauvre, un quartier qui a des vrais enjeux sociaux. Et c'est vrai que ça a été une réflexion commune avec la municipalité de se dire comment est-ce qu'on pouvait contribuer, en plus de notre installation administrative, si je puis dire, à créer un lieu d'animation et de vitalisation du quartier. Et c'est comme ça que c'était une des entrées de se dire, en créant au sein de notre siège social un tiers-lieu, on va jouer ce rôle d'entraînement, d'animation, de dynamisation locale. Ça, c'est le premier point. Ensuite, nous, effectivement, après, il y a l'élément de la communauté. Nous, on s'est centré sur notre métier. Notre métier, c'est l'habitat. Donc, on a fait un tiers-lieu centré sur les thématiques de l'habitat, de l'économie sociale, qui sont notre cœur d'activité, et on y a mis plein de fonctions. On y a mis un espace de coworking, un lieu qui permet d'organiser des manifestations, des expositions, des conférences de tout type, et puis un incubateur dédié lui aussi à l'économie sociale et à l'habitat. Et tout ça a pris et fonctionne très bien. Et ça a été pour nous un vrai apprentissage. Et c'est un apprentissage qui, et là je rejoins, je trouve que les propos de Patrick ouvrent des vraies perspectives. Parce que ça rejoint vraiment des questions qu'on se pose. Nous, on s'est dit, on a appris avec notre premier tiers-lieu dans notre siège social à faire fonctionner quelque chose qui marche bien. Maintenant, la question qui se pose à nous, c'est de se dire, mais est-ce que finalement, c'est le lieu de tiers-lieu tel que les décrit Patrick, qui mélangent différentes fonctions, qui ont une dimension à la fois économique, sociale, relationnelle, est-ce que ça, c'est pas la matrice de notre future organisation de proximité en tant que bailleur social? Est-ce que demain, partout où on est présent dans des quartiers de façon un peu massive, est-ce que demain, au lieu d'avoir des loges de gardiens ou des antennes de gestion classiques, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, bien sûr, toujours ce métier important d'agent de proximité et de gestion, mais totalement intégré à des vrais espaces de service
qui permettent de travailler, qui permettent d'avoir des services d'inclusion, qui permettent d'avoir des services de conciergerie un peu avancés, enfin de vraiment repenser notre présence de proximité autour de tiers-lieux, en quelque sorte, mais qui soient des tiers-lieux portés par nous et qui prolongent et amplifient notre action au service d'un habitat pris au sens large du terme. Et je trouve que les perspectives sociétales qu'ouvre Patrick sont intéressantes. Ouais. Je vais rebondir sur ce que vous dites et sur ce que le 139, ce que vous faites dans le 139. En fait, on vit une période de l'histoire qui décloisonne à peu près tout, et qui, alors que c'était un monde qui était structuré autour des idéologies, des verticalités. Ouais. Alors on voit bien qu'on manque de verticalité d'une certaine manière, de principes communs de vie collective que le monde d'aujourd'hui nous interpelle sur ces sujets. Mais on voit bien aussi que le décloisonnement permet de l'hybridation, de la créativité, de l'innovation et de l'ancrage au sein de la société. Vous vous souvenez, dans les années 80, on parlait de l'entreprise citoyenne, etc. En fait, l'entreprise, elle a un objectif, c'est une vocation économique. Alors vous, c'est une entreprise de logement social. Et moi, j'ai jamais pensé, j'ai même à l'époque été vilipendé par ces propos que je tenais, en disant arrêtez de dire que l'entreprise est sociale, l'entreprise est citoyenne, l'entreprise, elle a un objectif économique. En revanche, elle s'inscrit dans un environnement, elle doit être évidemment, elle doit être poreuse et elle doit influer et être influée par la vie sociale, économique, culturelle. Ce que vous êtes en train, ce que vous montrez de 139, c'est quand on fait venir des activités culturelles et des incubateurs, quand on fait des activités sociales et des activités business, il y a un moment donné où tout ça, il fabrique des choses. Et il fabrique d'abord du lien social. Et je rappelle parce que à ceux qui nous écoutent, quelque chose qu'on oublie trop souvent. Dans les années 70, je me souviens, l'organisation humanitaire Équilibre avait, j'étais délégué général, on avait ramené des images de Camille Spital, des mouroirs enfants sous Ceausescu. Et en fait, les enfants ne mouraient pas de faim, ils mouraient d'absence de lien social. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que notre société a isolé, notre société a cloisonné, notre société a laissé pour compte les plus fragiles, au fond, dans l'organisation. Et pour le coup, Mathias me suivra peut-être pas, mais pour le coup, le logement tel qu'il a été pensé dans les années 60, c'est comme ça, pour des raisons et des autres, n'a pas joué ce rôle complet qu'on pouvait attendre de lui et qui aurait pu être précisément. Bon, on est arrivé au moment où, au fond, ce décloisonnement est facteur d'intégration culturelle, sociale et donc probablement d'un lien social qui permet moins d'isolement et plus évidemment de création de valeurs économiques, valeurs sociales et valeurs humaines. Puisque, je me permets de rebondir sur vraiment vos derniers propos, on peut se poser la question, quel est le modèle économique finalement d'un tiers-lieu ? Alors, évidemment, quand c'est Logéo qui fait un tiers-lieu, son modèle est inclus dans son business model, j'imagine, en tant que tel. Mais prenons un tiers-lieu qui naît comme ça à l'intérieur. Moi, je vais éclairer, moi, quand j'ai lancé la mission en 2018, on m'a expliqué que tout ça c'était bien, que ça n'était pas pérenne, qu'il n'y avait pas d'activité économique. C'était tellement inconnu que le mot n'existait pas au sein des pouvoirs publics. Il n'existait tellement pas, c'est que la mission que m'avait confiée Julien de Normandie, c'était mission coworking, territoire, numérique, travail. Et Julien de Normandie, qui a été un initiateur formidable de cette démarche, dont aujourd'hui je suis le passeur pour présider France Tiers-Lieu et construire la filière économique et sociale, la filière professionnelle à la demande du gouvernement et des acteurs. Il se trouve que cette dynamique, on l'a faite, mais on l'a faite, le mot n'existait pas au début de la mission. Et puis je suis allé sur le terrain et puis je me suis rendu compte que le mot qui existait dans les territoires, c'était tiers-lieu. Alors j'avais deux solutions et je vais répondre très directement à votre question. Mais je passe par ce détour parce qu'il est très signifiant de croyances qui sont les nôtres. Et ces tiers-lieux sont des lieux, pour ainsi dire, qui ont construit, se sont développés au début sans aide, sans soutien économique
souvent de la puissance publique, territoriale ou autre. Et puis, revenu de la mission, on m'a dit non, mais ok, tiers-lieu, on voit bien, ok, on a bien compris, tout ça. Enfin, ils sont toujours pas capables de se débrouiller seuls. Bon, l'étude et le recensement qu'on a fait auprès de près de 1000 tiers-lieux, donc c'est un immense recensement qu'on a fait, est très en profondeur. Vous trouverez, les chiffres seront dans le rapport qu'on remettra au gouvernement mi-avril. Je peux vous annoncer, c'est que 50% des revenus, les tiers-lieux ont en moyenne 50% de revenus publics et 50% de revenus privés. Et donc on voit émerger dans les territoires, au plus large des territoires, parce qu'évidemment quand vous êtes dans une métropole, vous avez plus de clients, c'est plus facile, c'est une densité de population plus simple, etc. Mais au fond, qu'est-ce que cela dit? Cela dit d'abord que dans les territoires, l'économie qui est une économie partagée, dans laquelle vous avez du mix public et privé, là aussi l'hybridation des moyens est tout à fait centrale. Et que donc le public-privé, dont on disait oui, ça ne marche pas, c'est en train de faire ses preuves dans ces nouveaux modèles-là, que ce soit économiquement ou en termes de gouvernance. Tous les tiers-lieux qui se développent, tous les tiers-lieux qui réussissent sont des tiers-lieux qui arrivent à mettre autour d'une table des acteurs privés, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des acteurs publics. Et qui ensemble bâtissent un projet territorial de quartier, comme l'évoquait Mathias tout à l'heure pour le 139, et qui à un moment donné développe au fond une dynamique qui produit du résultat avec des activités lucratives, de la formation, de l'accompagnement, avec des activités de bar ou de petite restauration, de vente éventuellement de produits dans les circuits courts, dans les épiceries solidaires ou autres, et de l'autre, un soutien souvent financier, la plupart du temps d'ailleurs c'est plutôt en mise à disposition de locaux par la collectivité qui n'en faisait rien et qui était vide, et qui les remettent en état, et une petite subvention. Autrement dit, on est capable aujourd'hui de fabriquer des modèles qui soient suffisamment intelligents, parce que c'est bien le mot, intelligent et collectivement intelligent, donc l'intelligence collective au cœur, et qui permettent à la fois à la puissance publique de mettre de l'argent, mais de l'argent qui va se permettre le développement d'activités et qui va permettre que quand on met 1 euro, il en sort 3 ou 4 pour le territoire. Ça s'appelle de l'investissement. Et au lieu d'être une subvention, on passe à la logique d'investissement. C'est très proche. Vous subventionnez une association où vous investissez dans une activité et dans un lieu capable de développer de l'activité. Eh bien, je vous le dis, c'est évidemment le modèle qui va s'imposer. Je ne suis pas devin et je ne fais pas Madame Irma, mais c'est évident que dans les 10 ans qui viennent, dans les 5 à 10 années qui viennent, dans cette période de transition profonde de nos sociétés, ces lieux-là trouvons leur modèle économique à mi-chemin entre l'économique et le privé, entre le public et le privé. Et puis je vais juste terminer sur ce point-là. Vous savez, au fond, il y a 2 économies qui sont en train de naître et au fond d'être complémentaires. Vous avez l'économie des grandes métropoles, très en lien avec la mondialisation, et vous avez l'économie des territoires qui est en train de se structurer autour des circuits courts, et d'une économie plus localisée, mais qui vient s'interpénétrer avec cette économie plus globale des grandes métropoles. C'est cette articulation qui est complexe et qui trouvera son lien dans les années qui viennent et qui va émerger. Mais dans cette économie locale, toutes les entreprises à réseau, toutes les grandes entreprises à réseau, des entreprises bancaires jusqu'aux entreprises de distribution alimentaire, toutes ont un intérêt, parce que c'est 40% du pays. Et donc elles vont devoir réinventer leur présence territoriale, sinon elles seront rejetées. Et vous voyez déjà des Carrefour Market, des Leclerc qui vont aller acheter local parce que sinon ils vendent moins. Et donc vous voyez bien que cette économie, elle est en train de produire un effet, cette économie localisée, elle est en train de produire de la valeur et donc de redonner sens à la vie partout sur le territoire. Eh bien, les tiers-lieux, c'est le symbole, c'est au fond les petits poumons qui sont en train d'installer ces nouveaux modèles au cœur de nos sociétés et d'une certaine manière qui donne espoir, qui donne à voir et qui d'une certaine manière
offre à tous les citoyens la possibilité de retrouver un chemin et du sens. Mathias, j'imagine que tout ce qui vient d'être dit fait écho du côté de Loger Hauts-Seine, à la fois l'implantation territoriale, à la fois l'économie de proximité. Qu'est-ce que ça vous inspire ? En tout cas, sur le modèle économique déjà, c'est aussi quand même une question qui se pose à nous, parce que pour le moment, on a fait le 139, c'est notre premier tiers-lieu. On a aujourd'hui concrètement 2 nouveaux tiers-lieux qui sont en fabrication, si je puis dire, qui vont sortir dans les 2 ans qui viennent. Mais la question qui se pose à nous, c'est sur la base de ces premières expériences où à chaque fois on apprend et on progresse, la question qui se pose à nous, tout ça n'a de sens que si on arrive à un moment donné à le massifier. La question qui se pose à nous, c'est est-ce que dans 4 ans, Logéo, avec ses 25 000 logements, sera gestionnaire d'une quinzaine ou une vingtaine de tiers-lieux aux différents centres de gravité, je dirais, de ses principales implantations. Ouais, ça, c'est une question qui se pose à nous. On n'a pas encore la réponse parce qu'on est en phase d'apprentissage, mais c'est ça la question qu'on a devant nous. Donc la question du modèle économique se posera un peu, parce qu'on ne peut pas faire payer à nos locataires intégralement des choses qui seraient trop coûteuses. Donc, et effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train d'aller dans la direction qu'évoquait Patrick, c'est que le dur, c'est-à-dire les locaux, d'abord, souvent, on en a des locaux qui sont souvent mal utilisés aujourd'hui. Donc, on n'a qu'à déjà les mobiliser plus intelligemment. Et déjà, on a fait déjà une grande partie du chemin. Ensuite, on arrive aujourd'hui à drainer quelques financements d'innovation sur cette partie locaux qui permettent de financer les principaux aménagements. Et on pense vraiment que si cette partie investissement, on arrive à la neutraliser, soit par des subventions un peu spécifiques, soit par un apport en nature, quelque sorte, de la société, l'exploitation, on doit pouvoir peu ou prou arriver à l'économie, enfin à l'équilibrer à prix coûtant, enfin en coût marginal, avec effectivement un mix d'activités qui seront un peu lucratives et d'activités qui le seront moins. Et exactement comme a dit Patrick, avec un peu de restauration, quelques services payants, quelques locations, et puis tout un paquet de services qui seront intégrés au dispositif. Et dernière chose, ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est que sur le terrain et sans l'avoir conceptualisé au départ, on mesure très concrètement les liens évidents qui se construisent entre ces tiers-lieux qu'on est en train de construire et l'économie de proximité. On a par ailleurs des projets, nous, d'agriculture urbaine qui se développent sur notre patrimoine à différents endroits, et immédiatement, ces projets d'agriculture urbaine, de villes comestibles, de production locale, se connectent immédiatement avec nos tiers-lieux, de manière complètement native, et on voit tout de suite que ces deux logiques viennent s'alimenter et se nourrir. Et donc, je trouve qu'on expérimente, je veux dire, sur le terrain, des choses que Patrick conceptualise avec beaucoup de talent. Mais en tout cas, c'est à la fois très stimulant et très gentil, rassurant. mais vous voyez, Mathias, vous avez dit, est-ce qu'on aura 15 à 20 tiers-lieux? Vous êtes parti pour en avoir beaucoup plus dans les années qui viennent. Et vous faites la démonstration parce que vous expérimentez au fond de ce qui est la singularité du moment qu'on vit dans l'histoire. C'est qu'en fait, on conceptualise aujourd'hui le mouvement qui naît après qu'il soit né. Il ne vient pas du haut, ce phénomène. Je rappelle, il y a 2 ans, le mot tiers-lieu n'était connu d'aucune administration française, à part quelques aficionados, mais vraiment alternatifs au sein de l'État. Et c'est en train de s'imposer comme au fond une réflexion, une réflexion, mais qui naît de la pratique venue du terrain. Et ça, c'est vraiment très très nouveau. Ça vient pas du haut. C'est pas une politique publique qui vient du haut et qui décide. Ce sont les acteurs qui ont fait émerger une réalité et l'État qu'on pousse, on accompagne, et je dois avouer que Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, est formidable de ce point de vue-là, à soutenir ce mouvement citoyen et à essayer de bouger les lignes au sein de l'État, parce que, à l'évidence, c'est ce qui se passe, que vous démontrez, ce que vous dites, la manière dont vous montrez que 139, au fond, est une forme vous observez ça avec beaucoup de rigueur, pour se dire qu'est-ce qui peut faire sens économiquement et culturellement et sociologiquement pour nos locataires et donc pour nos publics, pour nous permettre de nous développer et répondre aux aspirations des citoyens. Vous en êtes la bonne démonstration. Peut-être un petit mot de conclusion chacun, parce que malheureusement le temps file et j'ai la lourde tâche de respecter le timing. Donc Mathias, un petit mot de conclusion peut-être? Non, rien. Moi, vraiment pour remercier très chaleureusement Patrick pour cet échange et pour les éclairages qu'il nous apporte, qui sont très inspirants et très éclairants pour nous.
Et pour dire, vous l'avez compris, que en tout cas, on est sur des sujets qui sont, bien qu'on vienne du champ du logement, de l'habitat, et ben on est sur des sujets qu'on considère comme étant pleinement cœur de métier aujourd'hui, comme étant vraiment des choses qu'on doit apprendre à faire, à développer et à apporter. Et donc, voilà, ce type d'échange que Patrick nous offre l'opportunité d'avoir, et ben c'est une étape importante dans la construction de notre doctrine sur ce sujet-là. Merci encore. Eh ben, Patrick, un grand plaisir et je ne saurais trop vous inviter à rejoindre et à adhérer à France Tiers-Lieux, Mathias, que le Géocène oui, c'est une très bonne idée, adhère Patrick. à France Tiers-Lieux et vienne contribuer avec son expérience à l'enrichissement et au commun en réalité que France Tiers-Lieux pose au bénéfice de tous. Merci beaucoup de votre invitation. J'étais ravi d'être avec vous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous celles et ceux d'entre vous qui êtes derrière votre écran, qui nous avez suivis en direct. L'occasion pour moi de vous dire que tous nos idées jeudi et même tous nos déjeudis de l'ancien monde sont en ligne, disponibles en vidéo sur notre site internet 139.work. N'hésitez pas, c'est une mine d'or. Patrick Lévy-Weitz, merci beaucoup encore. Mathias Lévy-Noguer, merci à vous également. On vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir. À bientôt.